Après les cours, j'allais à chaque fois à la bibliothèque, je révisais toute la soirée et le lendemain, je retournais en cours. Je faisais ça tous les jours. J'avais pas de jour de repos. J'étais obligé d'avoir une organisation. C'est une question de discipline. J'arrive dans un cabinet, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Par rapport à la théorie, à ce qu'on apprend à l'école, c'est pas similaire. Le client, il a des questions. Comment va se dérouler l'exercice à venir? Comment il peut se rémunérer? En tant qu'alternant, on peut pas y répondre comme ça. Ces dossiers où j'ai tout à reprendre à zéro, c'est ceux qui me marquent le plus. Je vois comment ils ont commencé, par où ils sont passés, les difficultés qu'ils ont eues. J'ai vu les erreurs qu'ils ont fait. Un peu tous ces clients m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses et de me développer. Mais il y a des fois où j'ai déjà eu le cas où j'avais plus de 6000 factures à saisir d'un coup. Il ne fait pas beaucoup de comptabilité, l'expert comptable. Il est très important dans une entreprise. C'est lui qui va permettre de guider pour prendre les meilleures décisions, assurer les arrières du dirigeant et savoir le conseiller correctement. Ça va être un peu le dirigeant de l'ombre. C'est comme si on était, entre guillemets, entrepreneur, mais qu'on ne réalisait pas toutes les missions. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass, une fois n'est pas coutume, où j'ai le plaisir d'accueillir Ilyes, qui est un jeune étudiant de 20 ans en DCG année 3. Mais ce qui est intéressant avec toi, Ilyes, c'est que, tu as fait à la fois le DCG en initial, que tu as t'as travaillé aussi pendant que tu faisais tes études, qu'aujourd'hui tu es dans un cabinet d'une quinzaine de personnes, qui a connu une grosse croissance, mais c'est un cabinet qui a pris naissance que depuis 18 mois. Et j'aimerais avoir une masterclass concrète sur la vraie vie d'un alternant dans un cabinet, mais aussi la vraie vie d'un alternant dans un cabinet qui prend aussi beaucoup de responsabilités, parce qu'on discutait juste avant d'appuyer sur le bouton REC. Là, j'ai compris que tu avais quand même pas mal de liberté, mais cette liberté est contrôlée. On va regarder tout ça dans le cadre de cet épisode. Bienvenue, Ilyes, dans cet épisode Les Geeks des Chiffres. Jean-Nicolas, merci beaucoup de me recevoir. Alors, déjà, j'aimerais te poser une question. Pour quelle raison tu t'es dirigé dans la filière de l'expertise comptable? Donc ça, c'est ma première question. Et dans cette filière de l'expertise comptable, tu veux aller jusque où? Alors, de base, mon projet de base, c'était pas d'être comptable ni expert comptable. J'étais plutôt dans les filières plus scientifiques. Donc, je voulais être ingénieur à la base, au lycée. Et puis, arrivé en terminale, quand je réfléchissais à mon avenir, je me suis dit que la physique, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire toute ma vie, ni l'ingénierie, qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre qui m'intéressait un peu plus. Et en fait, j'ai regardé ce que j'aimais vraiment, les chiffres, sans forcément aller dans quelque chose de très profond, très technique. Mhm. Et du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait autour de moi et j'ai vu qu'il y avait la comptabilité, où on fait beaucoup de chiffres, sans forcément que ce soit très complexe. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour moi. J'ai essayé. Et du coup, j'ai commencé le DCG. Je pensais pas au début aller jusqu'à la fin, mais avec les années qui sont passées, j'ai vu que mon objectif, c'était de passer le DEC et pourquoi pas être expert comptable. Alors, tu vois, des fois, on a des anciennes générations qui disent « Ouais, les jeunes, ils veulent plus travailler, ils ont pas envie, ils ont la flemme, etc. » Ça a changé, c'est pas comme nous à notre époque. Et puis finalement, leurs parents, à eux, ils disaient la même chose de eux-mêmes. Tu dis « J'ai réfléchi à mon avenir ». C'est quoi un peu la psychologie? Tu vois, essaye de te replonger à cette période. Est-ce que tu t'inquiètes sur le métier que tu vas faire? C'est quoi un peu tes questions? Et c'est quoi un peu tes rêves à ce moment-là? Je pense déjà que notre génération, on réfléchit un peu différemment et on sait qu'on n'a pas envie de passer toute notre vie au travail. Peut-être que ça, c'est vrai, on veut moins travailler que les générations d'avant. Mais je me suis dit, en fait, je voudrais pas que mes journées soient focalisées sur mon travail et accorder plus de temps à mes vrais objectifs, que ce soit ma famille, mes projets personnels. Et du coup, il me faudrait un métier qui me permette d'être plus libre, comme quand on parle d'être entrepreneur. Ok, je Sauf vois. que ça peut être même sous forme de CDI. J'avais pensé qu'être ingénieur, ça prendrait beaucoup de temps, il y aurait beaucoup de travail supplémentaire à la maison. Finalement, peut-être tout comme comptable, mais je savais que c'était moins technique. Alors pourquoi, tu vois, tu fais tes recherches sur la compta, t'aimais les chiffres, je pense que d'un point de vue naturel, peut-être qu'en mathématiques, t'aimais bien, peut-être compter, etc.
Pourquoi le DCG précisément? Qu'est-ce qui t'a fait switcher sur ce cursus plutôt qu'un autre? Peut-être tu aurais pu faire un BTS ou tu aurais pu aller faire une licence, je ne sais quelle licence à la fac. Pour quelle raison précisément le DCG? Je regardais par rapport au niveau. Hmm. J'ai regardé les matières qu'il y avait à peu près et je savais, enfin, je me suis dit que c'était atteignable. C'était une très bonne préparation. Je voyais que le niveau par rapport à ce que je voulais faire de base, l'ingénierie, ben, il y avait quand même, il y avait de l'intensité. Et du Hmm. coup, ça me permettait pardon, de faire d'atteindre mon objectif rapidement et de manière intense. Du Ok, coup, j'aurais été mieux préparé. Et aussi, l'objectif, c'était pas de passer trop de temps dans les études. ok, d'accord. Du coup, si je voyais que je pouvais faire la même chose en 3 ans ou en 4 ans, je préférais le faire en 3 ans. Ok, très clair. Avant de passer vraiment à ton expérience aussi dans le cabinet dans lequel tu es, quand tu rentres, tu fais le choix de faire le DCG en initial. Pourquoi ne pas avoir choisi l'alternance et pourquoi t'être orienté directement dans ce choix? Alors, dans l'école où j'étais, en première année, il n'y avait pas le choix de l'alternance, Ah ok, d'accord. mais il y avait le choix dès la deuxième année. Mhm. Et quand j'ai terminé ma première année, j'ai vu que c'était intense. J'ai vu que la deuxième année, il y avait des matières qui étaient tout aussi intenses, voire plus. Je me suis dit, c'est peut-être pas le moment de le faire tout de suite. Mhm. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai dit, je vais pas forcer plus. Ok, J'ai fait ma deuxième année en initiale. J'ai vu que pour moi, c'était le meilleur choix à faire. Et ça s'est très bien passé comme ça. Et maintenant, en troisième année, je suis allé en alternance et c'est parfait. Euh, quand on discutait juste avant, tu me disais, j'ai aussi fait le DCG en initial, mais je travaillais le week-end. Alors déjà, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans tes études, ça, justement, de travailler le week-end? Je te demandais tes résultats sur l'année 1 et sur l'année 2. Tu as eu des résultats où tu as eu 16 sur 20 sur certaines matières, d'autres matières où tu as eu un peu moins, un peu en dessous de la moyenne. C'est très représentatif aussi de ce qui existe, tu vois, dans les résultats des étudiants. Même moi, à titre perso, quand j'étais à l'école, bah, j'ai eu ce cas de figure. Euh, Est-ce que ça t'a ralenti dans tes études? Est-ce que, en fait, finalement, non, ça t'a plutôt même aidé de dire, bah écoute, comme je travaille samedi et dimanche, du coup, quand je suis en cours, je dois être actif et je dois écouter pour finalement pas perdre de temps. Ça a été quoi un peu ton environnement pendant ces 2 années? Bah, comme j'étais pas en alternance, il fallait bien des revenus à côté. Hmm. Et du coup, bah, j'ai dû trouver un travail. Le travail, c'est soit le soir, soit le week-end. Et j'ai trouvé quelque chose le week-end, ce qui fait que j'avais pas de jour de repos. Mhm. Donc, c'est vrai que j'étais obligé d'avoir une organisation pour pouvoir euh, être à jour dans mes cours. Donc, c'est soit suivre tous les cours et être réactif et pouvoir réviser le soir, Mhm. parce que le week-end, le temps est moins disponible, soit on ne peut pas suivre. Et du coup, bah, j'ai cette capacité à avoir une bonne mémoire auditive. Ok, Ce qui fait que quand je suis en cours, j'essaye de suivre ou au moins d'écouter, ce qui me permet de beaucoup mieux retenir. d'accord. Et après, il suffit de relire le cours, s'exercer et ça peut plus facilement rentrer. Donc, ça veut dire que toi, ton organisation, c'était quand tu es en cours, tu es là, tu as vraiment de l'écoute active parce que tu as senti que c'était un peu ce canal-là qui était plus, qui te permettait d'avoir un peu plus de rétention d'informations. Tu es là, tu écoutes. Et puis le soir, tu révises. C'était ça un peu ton planning, ton C'est organisation? ça, c'est ça. Même si c'était pas tout le temps parfait, j'essayais au maximum d'écouter, de suivre, même si c'était léger, au moins d'écouter les moments importants. Et le soir, ou en tout cas le plus souvent possible, reprendre mon cours et m'exercer. Surtout en m'exerçant, j'arrivais à bien retenir et en expliquant aussi aux autres, en expliquant le cours, j'arrivais à bien le retenir. Ok, d'accord. Donc il y avait quand même cette phase où tu vas transmettre en fait ce que tu as appris. Ça ressemble à quoi du coup la semaine? Ça veut dire que du lundi au vendredi, tu fais tes cours, je sais pas moi, de 8h ou 8h30 à 17h peut-être? Et Ça après, dépend des jours. ouais, et après, du coup, tu rentres, tu travailles direct. C'est quoi un peu? Que un étudiant il puisse aussi se projeter, Mhm. tu vois? Alors personnellement, en début d'année, c'était plus tranquille. On a plein de motivation en début d'année, donc après les cours, on va réviser, on rentre, on fait ça les premières semaines. Après, Il y a un petit passage il y a là. un petit passage où on révise pas trop, on se laisse aller, mais à l'arrivée des examens, vraiment à l'avance, après les cours, j'allais à chaque fois à la bibliothèque, Mhm. je révisais toute la soirée et, euh, et le lendemain, je retournais en cours. Je faisais ça tous les jours. Et quand les examens étaient vraiment proches, je pouvais même réviser le week-end, le soir après le travail.
Ok. Ah oui, donc ça veut dire que même pendant les examens, tu avais encore ce boulot en fait. Si j'étais pas, je me sentais pas à jour au niveau des examens, il fallait que je révise même le week-end. Ok. Tu sais, des fois, on peut avoir cette tentation de se dire, vas-y, tu sais, les copains, ils sortent, etc. Comment tu arrives à peut-être à dire non et à te dire, bah, en fait, il faut que je reste concentré quand même. Euh, J'essaie de pas trop étendre mon cercle, de Ok. rester avec soit des gens qui travaillent, soit rester seul. Ok. Après, j'avais pas forcément le temps de tout le temps sortir, Mhm. donc sur ça, c'était plus facile. Mais je savais que tant que c'était pas fait, j'allais pas sortir. Ok. Hyper clair. Tu vois, c'est important tu vois, si on veut atteindre ses objectifs et avoir des résultats, et il faut faire des concessions, il faut payer un prix, quoi. Et le prix, bah, c'est ouais, des fois aller kiffer un peu, bah, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire, c'est il faut rester concentré, avoir cette capacité de résilience, à se dire bah je vais rester là, quoi. C'est une question de discipline, ouais. Ok, très clair. Année 3, donc petit cas de figure, tu vas rentrer dans un cabinet. Raconte-moi un peu l'envers du décor. Alors, fin de deuxième année, je Ah oui, fin de réfléchis, deuxième année, pardon. je réfléchis à ce que je veux faire en troisième année Mhm. et même plus tard. À ce moment-là, je savais pas encore si je voulais être expert comptable ou pas. Je savais que j'étais dans, en tout cas, pas en passant par le DEC. Ouais, je vois. J'avais comme idée de partir en Suisse, de travailler là-bas et de passer le brevet fédéral pour être expert comptable en Suisse. Et j'ai réfléchi, j'ai vu toutes les manières de faire. Je me suis dit, bah, je vais tenter l'alternance l'année prochaine pour avoir déjà une première expérience et pour voir si ça me plaît en passant par le système français. Mhm. Et du coup, j'ai recherché un stage. J'ai j'ai dit si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah, c'est comme ça. Donc à la base, tu as recherché le stage pour valider l'année, C'est ça, le mémoire, enfin c'est ça. lieu 13 de communication professionnelle. Exactement. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé mon stage et avec le cabinet actuel, on m'a proposé directement une alternance. Alors juste quand même comment tu l'as trouvé le stage? Alors on peut le nommer notre cher ami Mohamed Chila, qui est passé dans l'épisode du podcast là. Vous pouvez déjà retrouver son épisode en description de cette vidéo. Euh, Comment ça s'est passé la rencontre? Et comment on trouve un stage aussi? Alors, il commençait à être connu sur les réseaux sociaux et avec un simple coup de fil, j'ai tapé le nom de son cabinet sur Internet, j'ai vu un numéro de téléphone, j'ai appelé et Ok. puis il m'a répondu. Ok. Je lui ai demandé un stage et puis il a accepté. Du coup, je lui ai envoyé Alors par attends, parce mail. que il a accepté, parce que je pense pas que tu vas appeler tous les experts comptables. Écoute, je cherche un stage. Qu'est-ce que tu lui as dit aussi pour le convaincre? Parce que j'imagine que il y a eu quand même une phase de questionnement ou comment ça s'est passé, tu vois? Heu, C'était pas celui avec qui j'ai eu le plus de questions-réponses. Ok. J'en avais appelé, d'autres avant et lui, je l'ai appelé et puis il m'a demandé, un stage en quoi, j'ai comme il m'a demandé ma filière Ok. et il m'a demandé combien de temps et puis après il m'a dit, bah, que c'était bon. Ok. Du coup, je lui ai donné ma période et après il fallait que je lui envoie par mail D'accord. pour qu'il retienne ma période et à ce moment-là, il m'avait plus trop répondu. Du coup, je me suis dit, Ah, c'est bizarre. «C'est bizarre». Mais au final, il a fini par me répondre. Il m'a dit que ça serait bon et j'ai commencé en juin juste après mes examens. Et donc, alors, ça ressemble à quoi le stage? C'est un stage de 3 jours, toi, en fait, que tu fais? À peu près, oui. J'ai fait un petit stage parce qu'après, bah, il m'a proposé directement une alternance Ok. et du coup, dans mon stage, au début, bah, c'est très stage, il fallait faire, contacter les clients. Donc là, pour recontextualiser, à partir du moment où tu rentres dans le cabinet, vous êtes un peu moins d'une dizaine de personnes. Il y a alternant, chef de mission, il y a l'expert comptable, il y a CDI aussi. Là, 6 mois après, vous avez quasiment doublé les effectifs. Donc toi, tu arrives aussi dans un environnement qui bouge beaucoup. Je crois que le cabinet aujourd'hui, c'est une C'est une quinzaine de personnes. entre 10 et 15, oui. Ouais. Donc en 18 mois d'activité, c'est pas rien. Donc il y a une grosse croissance aussi. Euh, Qu'est-ce que toi, tu découvres quand tu arrives? Et c'est quoi aussi tes responsabilités et le job que tu vas avoir? Et comment ce job, il a évolué jusqu'à maintenant? Comme ça permet aussi à des alternants de se projeter sur la vraie vie de ce qui se passe dans le cabinet. Bah, en tant que stagiaire, on arrivait à plusieurs stagiaires, en même temps Ok. et du coup, il y avait une charge de travail pour, peu de personnes Mhm. et on était beaucoup de stagiaires d'un coup Ok. et du coup,
on a, on a eu des missions de stagiaires, c'est-à-dire la saisie de factures, des choses assez classiques. Ok. Et puis, c'est vrai que j'ai vu une évolution, puisque dès qu'on m'a proposé l'alternance, j'ai commencé à avoir un portefeuille client. Mhm. Et là, il fallait vraiment que je m'y mette sérieusement, plus comme un stagiaire, mais que je contacte mes clients, que je garde une organisation, une régularité, et que, en fait, c'était ma responsabilité maintenant. Ok. Et l'effectif aussi, il a changé. Du coup, il y a eu beaucoup plus de dossiers. Au départ, quand on est stagiaire, on a accès un peu à tous les dossiers, on comble les trous là où on peut. Mais après, c'est chacun ses dossiers. Faut que nos propres dossiers soient corrects. Ok. Donc toi, tu as une quarantaine de dossiers. C'est ce qu'on se disait là tout à l'heure. Tu as une gestion de A à Z. Et tu vois, cette responsabilité, elle ne se donne pas à n'importe qui. Comment ça s'est passé Alors, est-ce que tu... Donc, je crois que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est on gère un dossier jusqu'à la fin, et puis après, il y a quelqu'un qui va le réviser et qui va le contrôler. C'est bien ça? C'est ça. Euh, Comment tu arrives à prendre cette place? Et comment tu t'assures? Comment aussi ça a été quoi un peu aussi tes difficultés justement pour t'assurer que ce que tu vas faire c'est juste? Parce que n'oublions pas que tu sors de 2 ans d'initial et que l'expérience en compta tu ne l'as pas en fait. Donc comment tu arrives finalement à assurer la qualité? Et si tu as fait des erreurs, bah du coup, comment tu les as vues? Comment tu les as prises? Bon, ça fait 1000 questions en même temps, je m'excuse, mais. Je vois. Je pense que c'est un peu une question de confiance. Mhm. Au départ, j'arrive dans un cabinet, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Surtout que par rapport à la théorie, à ce qu'on apprend à l'école, Hmm. c'est pas similaire. Et du coup, bah, je me pose et j'essaye et je regarde ce qu'il faut. Je vais, comme j'ai dit, j'apprends beaucoup en écoutant. Mhm. Du coup, quand quelqu'un parle, j'écoute ce qu'il explique et j'apprends comme ça. Je regarde ce que les autres font pour apprendre. S'il y a une formation qui se fait à côté, je vais aller regarder pour voir comment ça se fait. Et en faisant, je retiens. J'essaye toujours d'aller plus loin tout seul. Mhm. Bah, au début, je sais que saisir des factures, mais je vois que il y a une déclaration de TVA qui se prépare. Bah, je vais aller jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passe. Ok. Et c'est en faisant petit à petit que toutes les semaines, j'arrivais à faire quelque chose en plus. Mhm. Et au final, bah, même si au début, on n'a pas toutes les missions, bah, j'essaye une déclaration, je regarde avec le chef de mission quelles sont mes erreurs, qu'est-ce que j'ai bien fait, quelle est la méthode à adopter. Et lui, il va me dire ce qui était bien ou pas, Mhm. et je vais apprendre comme ça. Et j'ai fait comme ça pour la plupart de mes missions, que ce soit pour la TVA, la déclaration de TVA, le bilan, ou même des missions exceptionnelles. J'ai pu mettre de la curiosité pour avoir plus d'expérience et plus en apprendre. Euh, pour une personne qui n'a jamais fait de déclaration de TVA, comment ça se gère une déclaration de TVA dans un cabinet on enregistre en novembre 2025? Comment ça se fait? C'est quoi comme outil que tu as? Est-ce que tu reçois une boîte à chaussures? C'est quoi un peu ce que toi, tu as vécu dans ce cabinet en 2025, en novembre? Euh, Ce qui est bien, c'est que la déclaration de TVA, c'est pas ce qui est le plus loin de la théorie. Du coup, ce qu'il fallait que je fasse, c'est de récupérer toutes les pièces comptables, Mhm. demander au client toutes ces factures pour pouvoir avoir les chiffres. Mhm. Et souvent, ce qui manque, c'est ça. Donc, la première des choses, c'est de le contacter. Et une fois qu'on a ça, ça se rapproche de la théorie. Donc, calculer la TVA collectée, la TVA déductible, rajouter les crédits de TVA pour au final avoir notre montant de TVA payé ou notre crédit à reporter. Et ce qui est pratique, c'est que bah oui, ça se rapproche de la théorie. Ok. Et donc ça va, ça change pas trop. Ok. Tu pointes du doigt sur le fait que bah, si l'entrepreneur il me donne pas les trucs, enfin les documents, moi je peux pas avoir les chiffres. Euh, Justement, comment tu alors tu les contactes, mais je pense qu'il y a toujours des mauvais élèves, tu vois, et qui te calculent pas ou ils te répondent 3 semaines après. Comment tu le vis ça? Est-ce que tu pensais que ça existait? C'est quoi ton retour d'expérience par rapport justement à ces bons et mauvais élèves? Et comment aussi tu t'assures que les mauvais élèves, bah, ils puissent devenir de meilleurs élèves? C'est vrai qu'il y a pas, c'est pas une question que je me posais avant. Je savais pas forcément, je me disais pas qu'il y avait des personnes qui répondaient pas, des personnes qui envoyaient pas tout. Ouais, tu m'étonnes. Genre, ils te répondent pas, quoi. Voilà. Donc, bah, il faut faire avec.
Et puis, il y a des solutions. On peut faire des régularisations, etc. Hmm. Mais ça peut être sur la TVA comme ça peut être sur d'autres missions. Où on arrive dans un cabinet et il faut rattraper toute une année de comptabilité. Hmm. Et donc ça, c'est des missions que pas tout le monde apprécie, mais qui peuvent être intéressantes. Ça permet d'en apprendre, pour ma part, je trouve que ça permet d'apprendre beaucoup plus d'un coup, puisqu'on doit tout voir et tout clôturer en même pas un mois. Par exemple, si je dois rattraper l'année 2024 et ce que j'ai déjà eu à faire, eh ben, j'ai pu contacter le client, lui demander de m'envoyer toutes les factures fournisseurs, clients. Euh, il fallait préparer le bilan, mais avant, il fallait faire le lettrage. Et donc, il y avait tout plein de choses à voir d'un coup, ce Hmm. qui me permet, si j'en ai la capacité, et surtout que c'est le début d'année, il y a moins d'examens, etc., bah, d'apprendre beaucoup de choses d'un coup. Et ça, je sais que ça m'est utile pour le reste, pour l'année à venir. Ok, donc c'est-à-dire que ce client un peu désorganisé ou désordonné, bah, aussi il doit te... En fait, il est très formateur parce que d'un seul coup, tu dois tout refaire, tu dois tout recouper. Euh, Selon toi, pourquoi les entrepreneurs ils donnent pas les informations? Il y en a qui savent pas, Hmm. il y en a qui, c'est par paresse. Et je pense que c'est les éléments principaux. Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller justement, peut-être à un jeune, tu vois, un jeune alternant ou même à un entrepreneur? Ce serait quoi pour lui la bonne organisation pour que toi tu puisses bien faire ton travail? Qu'est-ce qu'il devrait faire lui, en fait, en réalité, et structurer de son côté pour que, in fine, en plus, en fait, il puisse avoir la valeur du travail que tu réalises? Parce que s'il a des données en temps réel et à jour, bah, du coup, lui, il va pouvoir faire progresser sa boîte. Je pense il faudrait juste garder une organisation. Dire que dès que j'ai une facture, en plus aujourd'hui tout est dématérialisé, Hmm. la prendre en photo ou la scanner. Et même si on la garde dans un fichier et on ne l'envoie pas tout de suite, au moins on l'a et Hmm. on ne la perd pas. Et ensuite l'envoyer au comptable qui peut s'occuper de traiter ça. Donc que ce soit les factures clients, les factures fournisseurs, et être transparent avec son comptable pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises par la suite. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes pendant ces quelques mois où tu te dis, oh purée, j'aurais jamais pensé que ça existait, ça, dans l'expertise comptable ou les clients? Qu'est-ce que tu as appris, toi aussi, de l'entrepreneuriat ou de la psychologie de l'entrepreneur? C'est sur des détails où avant j'avais une certaine vision de l'entrepreneuriat et aujourd'hui j'ai vu que c'était plus accessible, qu'il y avait plus de choix Hmm. et qu'il y avait différents types d'entrepreneurs. On pouvait se lancer sur tout à partir de rien, seul ou à plusieurs. Et c'est encore un terrain à explorer pour moi. Ok, Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre et il y aura toujours à apprendre sur ça. ok, je vois. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui t'ont marqué, là, que tu as pu accompagner dans ton portefeuille de 40-45 sociétés? Est-ce que, tu t'es dit, ah ouais, pas, peut-être ça t'a éveillé une curiosité ou ça t'a fait réfléchir? La plupart du temps, c'est sur ces dossiers où j'ai tout à reprendre à zéro. C'est ceux qui me marquent le plus parce que comme je dois tout reprendre à zéro, j'ai beaucoup de contacts avec eux Hmm. et je vois comment ils ont commencé, je vois par où ils sont passés, les difficultés qu'ils ont eues, j'ai vu les erreurs qu'ils ont fait et un peu tous ces clients m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses et de me développer, que ce soit quand ils partent de zéro et qui réfléchissent sur les choix à faire pour avoir le moins de dépenses possible ou pour se rémunérer tout simplement. Mhm. Parce que ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent sans se rémunérer ou bien qu'ils fonctionnaient d'une manière au début et puis après ils changent totalement de manière, que ce soit avec les salariés. Avant ils avaient des salariés, maintenant ils en ont plus. À chaque fois, c'est différents clients qui m'apprennent différentes choses sur différentes manières de travailler. Justement, alors, ils ont des salariés et après ils en ont plus. Si je prends cet exemple-là, est-ce que ça n'a pas marché, donc ils ont dû bah, se séparer de personnes, ou alors en fait ça les a trop saoulés, ils se sont dit bah en fait je vais pas en fait d'avoir des salariés, mais je préfère bosser avec des indépendants. C'est quoi un peu la thèse par exemple de ce cas-là? Dans ce cas-là, j'ai pas demandé la raison principale, mais je sais qu'avant, il y avait des salariés et l'année 2025, c'est que des alternants. Ok, Donc d'accord. peut-être que c'est une question de coût. Ok, je vois. Et bah, ça a des impacts positifs et négatifs, puisque maintenant, c'est des alternants, c'est des personnes qui apprennent, mais ça va être moins onéreux. La première fois que tu as dû contacter, alors c'est quoi la relation que tu as avec les clients? Est-ce que tu fais des rendez-vous avec eux pour faire des points sur la tenue de la compta? C'est quoi la,
ce que tu fais concrètement avec eux ou la relation que tu as avec eux. J'essaie de m'adapter à chaque client en fonction des besoins. Mhm. Donc, au départ, c'est un simple mail. Mais si un client a du mal avec le logiciel ou a des questions particulières, ça peut être un coup de téléphone, Mhm. mais jusqu'à la visio ou le rendez-vous en présentiel. D'accord. Donc, quand il y a beaucoup, beaucoup de choses à demander, je peux faire une visio. Comme Mhm. ça, je peux plus facilement expliquer. Et après, je fais un retour par mail. Mais quand c'est pour demander des pièces justificatives, par mail, ça suffit. Tu as fait un rendez-vous bilan, par exemple, ou un rendez-vous de clôture. Oui, Est-ce que tu te rappelles de ton premier? oui. Et du coup, alors, comment ça se passe? C'est quelle structure? Quel type d'entrepreneur? Qu'est-ce que tu as fait? Et comment tu as vu le résultat finalement à la fin, in fine, avec lui devant lui? Alors, c'était une SAS qui faisait de l'achat et de la revente de marchandises Ok. et c'est deux associés. Et du coup, c'était leur premier exercice. Et bon, on a fait notre rendez-vous pour le bilan que j'avais à rattraper, que j'ai rattrapé depuis le début. Et Donc ça, c'est un des clients qui t'a donné tout à la fin, c'est ça? en fait, ouais, on l'a récupéré Ah, une fois d'accord. que l'année était déjà passée. Ok, ok. Et du coup, j'avais tout à rattraper. Donc, c'était pas forcément qu'il était désorganisé, mais en tout cas, moi, quand j'ai reçu le dossier, je devais tout reprendre. Mhm. Et donc, arrivé à la fin, j'ai préparé. En fait, ça a pris beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, il faut demander au client les pièces justificatives. Il pense tout envoyer, mais il manque encore des choses à chercher. Et donc, arrivé après, à la fin de ce travail, qui était un peu intense, eh ben, il faut demander, il faut demander des choses en plus. Et le client, il a des questions. Mhm. Donc, souvent, il a des questions sur comment va se dérouler l'exercice à venir, comment il peut se rémunérer. Et tout ça, c'est des questions en tant qu'alternant. On peut pas, on peut pas y répondre comme ça. Ouais, c'est clair. Surtout en première ou deuxième année, c'est pas facile. Et bah, dans ce cas-là, je m'aide mon chef de mission. Souvent, c'est lui qui répond et moi, j'y écoute. Mhm. Je fais le retour par mail, ça me permet encore de mieux retenir. Ok. Au final, c'est un peu comme à l'école. Il faut écouter, apprendre et s'exercer pour que ça rentre. Hmm. Et du coup, là, sur les questions que tu as pu avoir au niveau des entrepreneurs, c'est combien je peux me payer? Est-ce que tu as d'autres typologies de questions? Tu vois? Euh, Tu vois, quelles sont leurs craintes et leurs besoins des entrepreneurs par rapport à toi, ce que tu as lu aussi de cette petite expérience? bah, j'en ai qui veulent se rémunérer sans forcément payer beaucoup de cotisations ou bien beaucoup d'impôts. Mhm. Euh, ouais, globalement, c'est la plus grosse question que j'ai eue depuis le début. Ok, hyper clair. Au niveau des typologies de structures que tu as, c'est quoi? C'est toujours les mêmes? Toujours des achats à revente de marchandises? Ou alors c'est diversifié? C'est quoi ton portefeuille? Il ressemble à quoi? C'est diversifié. Je vais avoir de tout, que ce soit des médecins, des pharmacies. Je vais avoir des achats revente de marchandises, la prestation de services, que ce soit des garages automobiles ou bien, ouais, j'ai un peu de tout. J'ai des holdings aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris? Je sais pas, est-ce que tu aurais un dossier client où là, ça t'a appris quelque chose de particulier? Je te donne un exemple, peut-être pour illustrer ça. La première fois que j'ai pris un dossier client, et je me rappelle, j'avais un garage moi aussi. Non, il faisait de l'achat de revente de. Non, je crois que c'était garage. Bon, je vais prendre un restaurant. Celui-là, je me rappelle très bien. C'est un restaurant qui faisait 240 000 euros de chiffre d'affaires. Mais tu vois, moi, je n'imaginais pas le coût de la matière que ça devait représenter tant de pourcentage de chiffre d'affaires. Je ne savais pas que, en fait, elle travaillait tout le temps dans son restaurant, mais en fait, qu'à la fin de l'année, elle générait que 10 000 euros de bénéfices. Tu vois? Et en fait, ça m'a appris à comprendre la structure d'achat d'un restaurant en discutant avec elle, bah, quelle était sa vie personnelle. En fait, tu disais, bah, la fille, elle fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, son activité, elle est dure. En fait, c'est dur ce qu'elle vit. Et du coup, ça m'a permis d'être en empathie avec les restaurateurs. Moi, à l'époque, est-ce qu'il y a des activités comme ça où bah, ça t'a permis d'apprendre quelque chose plutôt que ce que tu voyais à l'école? C'est pas forcément par rapport à ce que je voyais à l'école, mais à l'idée que j'avais Oui, voilà, peut-être plutôt. auparavant. Ouais. Quand on voit par exemple que les coûts sont chers sur des produits quelconques et qu'en fait après on regarde dans la gestion comment ça se passe,
bah, on se dit, ah oui, c'est vrai, ils n'ont pas beaucoup de marge dessus. Hmm. Même s'ils doivent ils doivent vendre le produit 2 fois, 3 fois plus cher, ou même 4 fois plus cher, bah, en fait, des fois, il y a des coûts qui vont faire qu'ils n'ont pas le choix. Hmm. Et puis même après, on va avoir euh, des impositions ou des dépenses. Et au final, ils gagnent pas tant que ça, eux, sur cette vente. Et du coup, oui, ça m'est arrivé sur des dossiers où je voyais que bah, ils me disaient revendre 3 fois plus cher leurs produits, Hmm. mais à la fin de l'année, le résultat, il était plus faible. Enfin, il n'était pas 3 fois plus élevé que ce qu'ils ont. Ok, donc en fait, ils avaient une projection, mais en fait, concrètement, quand tu fais tout, du coup, t'es C'est rendu ça, compte. c'est Ok. ça. Et après, bah, on se dit peut-être que là, c'est le moment où l'expert comptable va rentrer en jeu. Et Ok. c'est lui qui va baisser les coûts ou bien qui va. En tout cas, c'est sa mission. C'est à lui Là, il a de. un devoir d'alerte. En mode, Exactement. toi, t'as une idée de ton business, mais en fait, d'un point de vue factuel, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Ok, c'est bien parce que ça permet aussi. Tu vois, franchement, ce qui est bien avec la compta et la gestion, c'est que moi, tout ce que tu as fait, c'est traduit dans les comptes de l'entreprise et il y a la réalité et ce que tu penses. Et c'est souvent salé, quoi. C'est rarement dans le bon sens, tu vois. Ok, très clair. Quelle est ta relation, toi, avec l'expert comptable? Là, on est sur un cabinet d'une quinzaine de personnes qui est le seul expert comptable. Donc, moi, je sais que ça, c'est pas facile pour une personne d'avoir finalement autant de personnes sous sa responsabilité. Je veux dire, dans le management, si tu as déjà 7 personnes sous ta responsabilité, c'est déjà quand même beaucoup, tu vois. Mhm. Euh, Est-ce que tu peux le contacter tout le temps? Est-ce que, en fait, c'est que le chef de mission avec lequel tu travailles? Quels sont tes supports pour justement t'aider, toi, à réaliser tes missions? Alors, l'expert comptable, je sais que je peux le contacter tout le temps, mais j'essaye de pas trop le faire parce que pour pas surcharger Hmm. sa journée. Mais je sais qu'il y a des chefs de mission, je peux m'appuyer sur eux, qu'ils auront toujours une réponse à m'apporter. Mhm. Et c'est ça qui est très bien, en fait. C'est que eux, ils vont avoir une mission et ils pourront nous en apprendre beaucoup. Même si bah, je ne vais pas aller solliciter l'expert comptable pour des questions qu'un chef de mission pourra répondre tout aussi bien. Du coup, je garde ces questions plus spécifiques pour l'expert comptable quand j'en ai besoin. Mhm. Sinon, les chefs de mission, ils remplissent très bien cette mission, ils arrivent à nous renseigner et nous apprendre tout au long de la journée. C'est quoi ton rythme d'alternance? Je fais 3 jours en cabinet, donc lundi, mardi, mercredi, et jeudi, vendredi en cours. Ok. Ça ressemble à quoi une semaine type pour toi? Euh, c'est très divisé. Il y a vraiment la partie où je vais en cours et la partie où je vais au cabinet. Lundi, mardi, mercredi, je vais travailler normalement. En ce moment, je révise pas trop. Je passe pas mes soirées à réviser après le travail. L'après-midi, enfin le soir, pardon, je vais faire ce que j'ai à faire. Ok. Par contre, le jeudi, vendredi, j'essaye de rester après les cours à la bibliothèque Mhm. pour pouvoir réviser, travailler mes cours. Et le week-end, un petit peu des deux. Ok. Je déconnecte tout en travaillant quand il y a besoin. Ok. Euh, et ça ressemble à quoi une semaine type, ou en tout cas ces 3 jours type que tu vas passer au cabinet? Est-ce que tu as une organisation? Est-ce que tu as des tâches? Est-ce que tu dois t'organiser tout seul, toi? Est-ce que c'est ton chef de mission qui te donne ta to-do list? Comment ça marche? En général, je m'organise tout seul, Mhm. mais il y a souvent des fois où le chef de mission va me donner des choses à faire pour cette semaine-là. Donc, je vais arriver le lundi matin, il faut que bah, je traite mes mails. En général, j'essaye le mercredi soir de me faire moi-même une to-do list Mhm. pour pas oublier ce que j'ai à faire la semaine prochaine et que ce soit plus efficace dès le lundi matin. Ok, je vois. Comme j'ai encore tout en tête, Mhm. je le note. Et au moins, quand j'arrive le lundi matin, je réponds aux mails, je vois s'il y a d'autres choses à faire, je vois si le chef de mission m'a donné quelque chose à faire et je commence à travailler. Donc, les journées de travail se déroulent toutes pareilles. Je fais ce qu'il y a sur ma liste. Et le mercredi soir, pareil, je vois tout ce que j'ai pu faire, ce qui est plus urgent, moins urgent, et Mhm. je le remets sur une feuille pour la semaine d'après. Ok. C'est quoi les outils que tu utilises et que vous utilisez au cabinet? On utilise Penny Lane. Ok. Euh, Ensuite, on a
Bah là, au niveau de la paye, c'est avec LKPay. Ok. Donc, il y a une partie qui est déjà prête, qu'on a juste à intégrer. On s'aide aussi de Ubi Mhm. pour l'intelligence artificielle. Et puis, je crois que j'en ai pas oublié. Est-ce que tu imaginais le travail en cabinet est-ce que finalement tu fais beaucoup de saisies comptables? En fait, ouais, j'aimerais aussi que on puisse savoir comment ça se passe la compta aujourd'hui. Nous, à l'époque, tu prends tes factures et tu vas les saisir dans l'outil, quoi, ticket par ticket, et puis ça déroule. Comment ça se passe la tenue de la compta aujourd'hui pour un Euh, alternant? Aujourd'hui, bah, Penny Lane, ça aide beaucoup pour pouvoir saisir. Donc, tout est déjà préenregistré. Hmm. Il faut juste vérifier et valider. Il y a des fois où ça ne reconnaît pas et il faut repasser dessus. C'est de la saisie classique. Mais il y a des fois où, bah, par exemple, quand on a des rattrapages de dossiers, j'ai déjà eu le cas où j'avais plus de 6000 factures à saisir d'un coup. Eh, eh. 6000 factures, juste pour 2024, j'ai encore 2025 à traiter. Ah ouais, Il me fallait une solution. ouais, c'est clair. Et en fait, j'ai utilisé Ubi, l'intelligence artificielle, pour saisir sous forme d'Excel. Ok, Donc, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me transformer cet Excel un peu comme moi j'en avais besoin pour y intégrer sur Penny Lane. Après plusieurs essais, ça a marché et j'ai pu y intégrer et tout a été mis sur Penny Lane correctement. incroyable. Ok. J'ai eu plusieurs essais pour que moi je m'adapte à l'intelligence artificielle et que elle comprenne ce que moi j'ai besoin. Hmm. Mais une fois que c'est passé, j'ai mis beaucoup moins de temps que si j'avais tout saisi à la main. Ok, je vois. Donc, il faut quand même avoir cette agilité de se dire, bah, tu peux essayer de trouver des astuces, trouver des outils pour essayer de gagner du temps et pas y aller comme un robot, quoi. C'est ça, Sachant que bah, forcément, il y a des robots qui peuvent le faire à ta place, quoi. c'est ça. Ok. Comment aussi se passe cette relation que tu peux avoir avec tes collègues, avec les membres de l'équipe? Vous êtes passé de X personnes, vous avez doublé l'effectif. Euh, Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu accueilles les nouveaux aussi? C'est quoi un peu l'organisation? C'est quoi le, l'ambiance de travail? Tu vois? Bah, l'ambiance, elle est assez détendue. Donc, y a pas de concurrence, il y a pas. C'est vraiment. C'est comme une famille. Hmm. Au départ, on était peu. Même si au départ, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de stagiaires. Mais ensuite, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, elle aura ses propres dossiers. Hmm. Elle est accueillie normalement. Et ouais, ça reste détendu. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience pour savoir comment ça pourrait se passer ailleurs. Bah, est-ce qu'ils disent quoi, les camarades de ta promo, là? Est-ce que dans leur cabinet, ça se passe bien? Qu'est-ce qu'ils vivent aussi pour aussi que tu puisses nous apporter deux lectures différentes? Mhm. C'est quoi l'expérience chez tes camarades de classe et comparativement à toi, toi, ce que tu vis? Toi, ce que j'ai compris, c'est quand même, tu as des responsabilités, tu as un portefeuille diversifié, Mhm. tu peux communiquer avec l'expert comptable de manière libre, même si tu te dis, bah, je me réserve le droit de quand même de le laisser un peu tranquille, etc. Mais tu as quand même toujours quelqu'un sur qui tu peux te reposer. Tu parles de mot famille, donc je trouve que c'est un mot fort aussi, tu vois. Ouais. Euh, si tu peux nous donner deux histoires peut-être différentes. J'ai déjà entendu des gens qui me disaient ne pas pouvoir contacter. En fait, ils ont que leur chef de mission Hmm. et c'est le chef de mission qui s'occupe de contacter les clients. Donc, eux, ils n'ont pas de proximité avec le client. Ils peuvent pas leur demander eux-mêmes les pièces. Il y en a qui travaillent sur les mêmes dossiers, les mêmes types d'entreprises. Ça peut être que des pharmacies, Hmm. que des sociétés d'achat-revente. Et donc, c'est pas autant diversifié. Ouais, je vois. Et j'ai aussi des camarades qui sont en entreprise. Mhm. Et donc, en échangeant avec eux, j'ai pu voir que c'était totalement différent d'un cabinet. Et ils vont avoir en fait une autre approche. Ils pourront voir différemment comment se passe le cycle, que ce soit de production ou autre, dans une entreprise. Mhm. Et c'est une approche que je trouve qui est aussi intéressante et qui a à explorer pour comprendre comment fonctionne l'entrepreneuriat. Avant cette expérience et par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, comment tu vois le rôle de l'expert comptable? Est-ce que ton avis sur lui a changé ou pas? Et si tu avais un avis qui a changé, bah, c'était quoi ton avis d'avant et c'est quoi ton avis de maintenant? Progressivement, depuis le début du DCG, mon avis, il a beaucoup évolué. Au départ, je ne voyais pas trop ce qu'il faisait. Je me disais qu'il faisait de la comptabilité, mais en plus approfondi.
Mais au final, il en fait pas. Il fait pas beaucoup de comptabilité, l'expert comptable. Euh, Aujourd'hui, je vois qu'il est très important dans une entreprise. C'est lui qui va permettre de guider pour prendre les meilleures décisions. Mhm. Et il va avoir un peu, ça va être un peu le dirigeant de l'ombre, on Ouais, va ouais, je dire. vois. C'est lui qui va savoir orienter sur les bons choix en fonction des nouvelles lois, en Mhm. fonction du marché actuel. Et donc, je trouve il est beaucoup plus important que ce que je pensais. Et je pense qu'il est encore plus que ce que je pense actuellement. Ok, je vois. Hyper clair. Euh, c'est quoi la perception de valeur que l'entrepreneur il a de l'expert comptable? Tu vois, je pense qu'il y a des clients qui viennent au cabinet. Il y a ce qui se passe en visio, mais c'est bien de voir ce qui se passe dans le cabinet. Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a une attente? C'est quoi un peu le... Voilà, comment ils se comportent les entrepreneurs avec l'expert comptable? Ah, ils vont tous être différents. Il y en a Mhm. qui comprennent, il y en a qui comprennent pas ce que c'est un expert comptable. Et donc, il y en a, ils pensent que l'expert comptable, il est disponible que pour eux. D'autres qui savent que l'expert comptable a d'autres clients, il est pas censé faire le travail que des comptables peuvent réaliser. Mhm. Et du coup, ils vont tout remettre sur l'expert comptable pour des choses qui sont des fois même pas du tout du ressort de la comptabilité. Ouais, je vois. Et donc, chaque client va être différent. Mais globalement, ils comprennent. Et moi, personnellement, il faut essayer de les rassurer. Il faut essayer de leur montrer que il y a les collaborateurs qui peuvent répondre à pas mal de questions. Mhm. Et sinon, après, on peut transmettre nous-mêmes le message à l'expert comptable. Et l'expert comptable, il doit intervenir que vraiment pour des tâches qui sont complexes, pour ces domaines, quoi. Au moment où on tourne, on est... Bon, on n'est pas encore au milieu de l'année 3 du DCG. Euh, est-ce que tu as envie d'aller au bout du diplôme d'expertise comptable? Et comment tu projettes un peu là ton avenir maintenant? Oui, aujourd'hui, j'ai envie d'aller au bout. Comme je le disais, au départ, je ne savais pas trop. Mais du coup, depuis que je suis en alternance, je vois le bout et je vois que c'est accessible, je peux le faire. Et j'ai de plus en plus envie d'être expert comptable. Mhm. Alors après, que ce soit ouvrir mon cabinet, je pense pas encore. C'est pas quelque chose que j'envisage pour l'instant. Mais être expert comptable, c'est un titre qui est tout à fait honorable et que pourquoi pas un jour atteindre ce niveau. Comment alors ça c'est intéressant, j'ai une question là qui me vient. Comment perçoit ton entourage tes études? Est-ce qu'ils comprennent? Ils se disent, «Oh, c'est génial» ou alors, «Qu'est-ce qu'il fait?» C'est quoi un peu leur avis là-dessus? En règle générale, les gens, quand ils entendent l'expertise comptable, ils sont un peu choqués. Peut-être parce qu'ils connaissent pas, mais ils se disent, waouh, les chiffres, faut aimer les chiffres en tout Ouais, cas. ouais, je vois. Au niveau de mon entourage proche, ils sont contents parce que c'est quand même beaucoup d'années d'études Mmh. et ils savent que c'est quelque chose, c'est un métier haut placé et qui nécessite beaucoup de courage pour arriver jusqu'au bout et que ils aiment bien cette voie-là dans les études. Est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Oui. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans cette filière? Et ma question elle est pas anodine, c'est, j'aimerais faire passer un message aussi à ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent. Dire: «Ah bah, ça peut être pour moi». Ou alors inversement, mais en fait, ce qui lui plaît à lui, il y est. En fait, moi, ça me dirait peut-être rien du tout, en fait. Peut-être que moi, en fait, je vais pas faire de la compta, mais je vais devenir ingénieur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Premièrement, ben, d'un point de vue théorique, c'est aimer les chiffres. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres toute la journée, il faut aimer. Et ça, c'est quelque chose, je savais que j'aimais bien. Maintenant, ça me permet aussi d'être aux côtés d'une entreprise Mmh. pour bien comprendre l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment quelque chose de très vaste. Au début, on sait pas ce que ça veut dire. Et du coup, il faut être à ses côtés pour pouvoir comprendre, voir les erreurs. En plus, on voit avec plusieurs d'un coup. Donc, on peut voir tous les cas pratiques du Mmh. premier coup et comprendre et l'aider. Et parce qu'on aura aussi notre rôle là-dedans. On aura notre rôle et il faudra être assurer les arrières du dirigeant et savoir le conseiller correctement. Donc, c'est comme si on était, entre guillemets, entrepreneur
mais qu'on réalisait pas toutes les missions. Quand tu étais en initiale et que tu travaillais le week-end, est-ce que tu avais le sentiment d'avoir moins de temps pour étudier le DCG? Est-ce que peut-être qu'il y a des mythes à déconstruire sur l'alternance? En fait, est-ce que finalement le rythme d'alternance en DCG, est-ce qu'il est supportable pour toi? Ou alors tu as le sentiment de travailler beaucoup? Personnellement, ça a pas été comme les dires. On me disait beaucoup que être en alternance, c'était un rythme beaucoup plus intense, qu'on allait souvent on allait avoir beaucoup moins de temps. Mais au final, quand j'étais en initiale, aller 5 jours à l'école et 2 jours au travail, bah, j'avais pas beaucoup de temps. Ouais, tu m'étonnes. Donc, quand je suis passé en alternance, que j'avais tous mes week-ends de libre et que en réalité, au cabinet, on ne termine pas si tard que ça, Mhm. et ben, je trouve que j'ai beaucoup plus de temps maintenant. J'ai le temps de me reposer déjà et j'ai le temps de reprendre mes cours tout autant qu'avant. Donc, si je peux conseiller quelque chose, si quelqu'un hésite entre être en initiale et travailler à côté ou être en alternance, bah, j'ai trouvé que être en alternance, ça nous laissait beaucoup plus de temps sans pour autant être débordé. Enfin, on finit pas débordé quoi, à la fin de la semaine. Comprends. Moi, j'ai tellement vu d'étudiants passer ce cursus avec des parcours de vie tellement différents. Il y a des gens qui travaillent en 100% euh, temps complet et ils font le DCG en candidat libre. Et puis, bah, il y a des personnes comme toi, etc. Par contre, il y a un truc qui me vient là, au fur et à mesure que tu m'expliques, j'ai quand même l'impression que comme tu switches un peu mentalement, tu as 3 jours pro, tu as 2 jours études, et puis tu as 2 autres jours où tu peux aller. J'ai quand même l'impression que tu as trouvé une espèce de système équilibré où tu as la partie pro, la partie études et la partie un peu, entre guillemets, tu fais un peu comme tu veux, mais du coup, ça te donne un peu de liberté mentale. Je sais pas si ce que je raconte, c'est juste ou pas, mais je sais pas, j'ai l'impression que du coup, ça fait une semaine équilibrée, on dirait. Ouais. J'ai remarqué ça, c'est que mon cerveau, il est tout le temps, il voit tout le temps quelque chose de nouveau. Mhm. Il est tout le temps stimulé. C'est-à-dire qu'en début de semaine, je suis au cabinet, j'ai pas le temps de m'y habituer, d'être lassé, que je passe à autre chose. Mhm. Je passe à l'école. Pareil, j'ai pas le temps de m'y habituer, que directement c'est le week-end. Et en fait, c'est comme ça toute l'année. Ça peut être bien. J'ai pas encore essayé le rythme 2 semaines, une semaine ou 3 semaines, une semaine pour voir comment c'est, où justement je peux plus être focalisé, être à fond dans ce que je fais pendant un certain temps et après passer à autre chose. Donc, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, Ouais, bien sûr. mais j'ai pas encore essayé Euh, l'autre. je vais rassurer aussi tout le monde. Moi, il y a 2 étudiants sur la plateforme en ligne Les Geeks des Chiffres qui m'ont vraiment impressionné. C'est Erwan et Louis, donc c'est 2 copains. Ils sont dans un autre cursus, hein. Ils vont pas fait le DCG et ils se sont fait un pari de passer le DCG en 9 mois, en totalité, hein. Ils ont fait 13 matières et 13 UE. Donc eux, ils sont en alternance, mais pas dans un cabinet ou pas dans une entreprise où ils font de la compta, où ils font de la finance, ils sont dans un master finance. Donc ils n'ont pas d'équivalence, aucune. Et donc ils sont 3 semaines en entreprise et une semaine à l'école. Mais pas dans le cursus DCG. Et eux, ils ont fait tout leur DCG, mais juste à côté. Et donc ils ont réussi à le valider, je crois qu'avec quasiment 12 de moyenne les deux. Euh, Et là, ils sont en train de faire le DSCG là maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait le DCG en 9 mois. Et là, le DSCG, bah, je pense qu'ils vont le faire en un an, quoi. Mais, et j'ai vu aussi d'autres éléments ou des personnes qui le font en 3 ans traditionnels et tout va bien. Et il y en a des personnes qui font ça en 5 ans et tout va bien aussi. L'avantage avec le DCG ou le DSCG, c'est que tu as quand même cette flexibilité de pouvoir le faire comme tu veux. Par contre, il y a un élément qui est clair, c'est qu'il faut travailler un peu, mais tout le temps. Travaille un peu, mais tout le temps. Franchement, j'ai pas de grands conseils à dire. Tu vois, je pense que toi, tu pourrais. D'ailleurs, c'est quoi un peu les méthodes des étudiants qui réussissent bien dans ta classe? Je pense ils travaillent tout le temps. J'en vois beaucoup qui sont tout le temps en train de travailler, n'importe quelle période de l'année. On va les voir en train de travailler, faire leurs exercices, à la bibliothèque, tout le temps. Peut-être que c'est quelque chose de bien ou pas bien. En tout cas, moi, je sais que je pourrais pas travailler comme ça, Mhm. mais c'est une très bonne chose. S'ils arrivent à se plaire là-dedans et à exceller, c'est formidable. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et je dis aussi à ceux qui nous écoutent, pas trop se comparer non plus aux autres, parce qu'il faut aussi jouer son propre jeu. Tu vois, toi, tu dis, si eux, ils font ça, c'est très bien, s'ils y prennent du plaisir ou si ça leur va. Du coup, toi, tu as une autre méthode, mais cette méthode, elle fonctionne aussi, tu vois. Donc, en fait, toi, tu seras peut-être un peu moins intense, mais tu vas être équilibré. Donc, un peu tout le temps, mais ça te permet de valider. Et en fait, à la fin, vous aurez le même diplôme. C'est ça. Par contre, tu aurais musclé un jeu qui est différent. Peut-être ils auront musclé plus de temps dans la théorie, d'autres plus de temps dans la pratique. C'est ça. Bon, il faut trouver celui qui nous plaît le plus. Ce qu'il faut penser après, c'est qu'à la sortie d'études, il faudra rentrer dans la pratique. Oui, bien sûr. Et donc, si j'ai un conseil à apporter, c'est de ne pas oublier que les cabinets, après, quand ils recrutent, ils regardent aussi les années d'expérience. Et c'est ce qui m'a permis de choisir l'alternance. Je savais que quand j'allais sortir d'études, les entreprises en général regardent l'expérience beaucoup plus que le diplôme aujourd'hui. Et quelqu'un qui a un DCG à 16, 17 de moyenne, qui n'a pas d'expérience, et quelqu'un qui a un DCG à 12, mais avec 2 années d'expérience, je pense que le choix, il est différent. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Ilyes, pour cet épisode. C'était un vrai plaisir pour moi de le réaliser. J'ai une dernière question que je pose traditionnellement à tous mes invités maintenant. Est-ce que la vie ou une rencontre ou quelque chose t'a particulièrement appris quelque chose que tu pourrais partager à nos auditeurs? Ce qui permet d'en apprendre tous les jours et de rester sur mes bases, j'ai envie de dire que c'est la religion qui me permet de garder une assiduité, comme je le disais au début, une discipline, d'être toujours discipliné et surtout d'être patient. C'est ça qui m'a toujours permis en m'instruisant, c'est ce qui m'a permis de rester sur mes bases et de jamais lâcher. Merci beaucoup, mon cher Ilyes, pour cet épisode. Mille merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser, n'hésitez pas à le partager, le liker et puis faire aussi un petit coucou à Ilyes directement en description de cet épisode. Je mettrai son profil LinkedIn. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!